Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter, en tant que votre chroniqueur le fol rugisseur, un travail que j'ai dû faire pour l'université et qui me semblait dans la veine des idées de ma chaîne. C'est parti. Nous sommes au XIVe siècle, un être qui traversera les âges, ou plutôt les écrits d'un être qui traverseront les âges, naissent dans le silence du monde et de la page encore pure et blanche. Ce monde, cependant, est bouleversé et empli de changements. Comme en tout temps, pourrions-nous dire, et bien qu'il y aurait moult choses à dire sur cette époque et sur ce personnage dont nous allons parler, il nous faudra néanmoins spécifier notre présente étude sous peine que nous nous éparpillions dans notre pensée. Dans cette analyse, nous présenterons donc François Pétrarque, italien qui vécut en France et qui laissera même un grand héritage jusqu'à notre ère contemporaine. Au regard de l'époque dans laquelle il vécut et qui le sculpta pour la littérature et le tiraillera çà et là entre l'Italie et la France, mais aussi au sein des bouleversements de son temps, nous verrons par le biais d'une seule de ses œuvres, qui nous fut bien malaisée à choisir parmi l'abondance des pièces qu'il nous a laissées pourtant, nous analyserons le style, l'œuvre elle-même et ce qu'elle laissera dans le sillon des artistes futurs. Ainsi avons-nous choisi de vous présenter un de ses poèmes qu'il écrivit à l'automne de sa vie, et dans lequel il remet en question son amour, tant pour sa Laura, ou l'or selon les traductions, que pour son impiété qu'il aurait pu ressentir envers Dieu durant toute sa vie. Ivo piangendo I miei passati tempi. Par cette pièce, nous verrons donc comment Pétrarque, ce poète du XIVe siècle, put prendre du recul sur toute son existence, son œuvre et ses passions diverses afin de faire face avec paix. D'abord, en nous remettant dans le contexte temporel de son époque, puis en examinant cette pièce afin de voir par la suite l'héritage que le dernier souffle de l'auteur aura légué aux artistes futurs, nous conclurons finalement sur ce que cette étude peut nous apporter concernant la connaissance que nous avons de ce poète ancien et pourtant si moderne pour son époque. La vie de l'artiste. L'existence d'un auteur ou d'un artiste est souvent bien malaisée à retranscrire avec moult détails, tout en restant clair et concis pour ne pas non plus s'étaler en centaines de pages. Ainsi, pour faire ce voyage dans la vie de Francesco Petrarca, il nous a fallu choisir les points les plus importants pour ne pas s'éterniser sur cette biographie bien remplie que l'on pourrait écrire à son sujet et sur la longue et tumultueuse carrière qu'il a eue. Né à Arezzo le 20 juillet 1304 du notaire Ser Pietro Petracco di Ser Parezzo et d'Eletta Canigiani, nous disent Vittore Branca et Françoise Jouvowski, avec leur fils Francesco, c'est très tôt que la famille part s'installer en Avignon en 1311 afin de trouver une meilleure source de revenus. Installé non loin à Carpentras, le très jeune François apprend déjà la grammaire, la rhétorique, la dialectique, avant d'être envoyé à Montpellier par son père pour suivre pendant 4 ans des cours de jurisprudence. Ses premiers pas dans la littérature se verront entre 1318 et 1319, où il s'exercerait au vers latin après la mort de sa mère. Après ce décès, avec son frère Gherardo, il est envoyé en suivant à Bologne pour continuer ses études de droit jusqu'en 1336, où il revient alors à Avignon et abandonne totalement le droit dès la mort de son père. Entrant dans les ordres mineurs, il vivra ainsi un temps une certaine vie mondaine et raffinée au sein de la cour, tout en vivant comme un vrai ecclésiaste. C'est alors en avril 1327 qu'il apercevrait sa future passion sentimentale et ses affres amoureux qui porteront le nom de Laure, en italien Laura. Bon nombre d'historiens d'ailleurs ont cherché le nom complet de celle-ci en vain. Mais quand bien même certains la pensent être une simple allégorie, on peut cependant affirmer qu'elle serait bien plus que cela. À partir de cette période, entre 1333 et 1353, moult voyages l'attendent pour étudier pour quelques services religieux et d'autres activités qui empliront ses journées. Passant de nouveau par Bologne, puis même à Rome, ville où il rêvait de passer un temps, il commence là certaines de ses œuvres qui lui seront les plus vastes. De Viris Illustribus, 1338 à 1353, et Africa, 1338 à 1342. En revenant de Rome, il s'installe ceci dit aux sources de la Sorgue, dans le Vaucluse, qui restera pour lui et pour longtemps son refuge sacré, comme l'écrivent les auteurs de sa biographie sur Encyclopædia Universalis. On pourra alors attester qu'il sera célébré dès lors comme poète officiellement à partir de 1340, autant en Italie qu'en France.
Après ses nombreuses allées et venues entre les deux pays où il plonge dans les mondanités, il va de nouveau s'engager dans une voie de recueillement fortement ascétique, alors même qu'en 1343 naissait sa fille naturelle, Francesca. Passant cette période comme une crise, c'est alors qu'en 1348, pour ne rien arranger, la peste dévaste et fait périr bon nombre de ses amis, mais surtout sa Laure adorée. Après avoir rencontré Boccace et avoir été témoin de la révélation de Quintilien en 1350, Pétrarque décidera donc de renoncer entièrement, semble-t-il, pour toujours au plaisir des sens. Mais j'assois qu'il repassera quelque temps en Italie auprès de Boccace, entre autres, rien ne le retenant non plus, il décidera de rentrer alors dans son Vaucluse dès 1351. Pourtant, 2 ans plus tard, il est installé à Milan avec l'intervention de l'archevêque Giovanni Visconti et où il restera au moins 8 ans. 10 ans plus tard, en 1361, la peste fait à nouveau rage et il se réfugie à Venise. On nous apprend alors que sa fille Francesca, son mari et leur petite fille Eletta viennent le rejoindre et leur bonheur réjouit ce père affectueux, tandis qu'en 1361 même, son fils Giovanni mourait de la peste. Prenant néanmoins part à la vie politique de la cité, il devra plus tard de nouveau changer de résidence et se fixer cette fois-ci à Padoue. Il est donc bien vieillissant déjà, et la solitude commence peu à peu à lui tenir compagnie, puisque, sa fille partant pour Pavie, il restera seul dans sa maison à Arquois, où il remaniera de nombreuses œuvres de sa composition, jusqu'à ce que la mort le surprenne, hélas, dans son bureau, à ce qu'on raconte, en 1374. L'œuvre du poète. Poésie sublime, humaniste, en langue vulgaire notamment pour son fameux Canzoniere, et inspirant aujourd'hui les poètes modernes même, l'œuvre de Francesco Petrarca aura des répercussions qui seront grandioses autant en France qu'en Italie. M. Branca et Mme Jouwowski le disent d'ailleurs, regardant à la fois vers le passé et vers l'avenir, l'Antiquité et la chrétienté, la frivolité et le recueillement, le lyrisme et l'érudition, la turbulence et le repos, l'intérieur et l'extérieur. Liberté qui n'était somme toute pas donnée à tout le monde et à tous les êtres littéraires, semble-t-il, à cette période de l'amour courtois. Y mêlant spiritualité et réflexion morale, Pétrarque se veut être humain et glisser au sein de ses poèmes un but à atteindre. Apporter en le dépassant une solution au problème séculaire de la conciliation du monde antique et de la culture païenne avec le monde chrétien et la foi, nous disent les auteurs de sa biographie Encyclopædia Universalis. Premier aperçu de son héritage, dont nous reparlerons cependant plus amplement dans une partie plus adéquate, Kevin Pelladeau, dans son article Pétrarque dans l'Encyclopédie, nous en dit aussi un peu plus sur l'œuvre et la façon dont avait François Pétrarque de l'écrire. En effet, parlant de ses legs faits à la bibliothèque de Venise avant sa mort, il cite Jaucourt, encyclopédiste, qui parle du poète italien comme un homme préoccupé par la question de la diffusion du savoir et de sa transmission aux générations futures. Ce qui fait déjà écho à ce qu'on pouvait lire dans l'Encyclopædia Universalis. L'encyclopédiste sera d'ailleurs attiré par les thèmes de l'amour, des sentiments, de la richesse des passions masquées sous une apparente simplicité que nous offre Petrarca dans ses œuvres, en la décrivant même comme en suivant « cette tendresse langoureuse, cette mélancolie d'amour et cette vivacité des sentiments qui règnent avec tant d'art, de finesse et de naïveté ». Nous pourrons aussi citer, pour cette partie de l'étude, Arnaud Tripet et son article Pétrarque, la parole silencieuse, dans lequel il décrit le style du poète au regard des historiens comme étant, je le disais déjà tantôt, humaniste, certes, mais aussi comme une poésie d'éloge, immortalisante, et condamnant le vacarme et la vulgarité du monde, qui proviendrait assurément de ses sentiments pour cette fameuse Laure dont il s'amourachera jusqu'à lui écrire de nombreux poèmes. Pour l'auteur de l'article, comme des historiens auxquels il semble tirer ses informations, François userait aussi d'infinies variations d'éros, dans un procédé littéraire ingénieux, propre à lui-même, sûrement dû à son apprentissage de la dialectique lors de sa jeunesse. L'œuvre et ce qu'elle veut transmettre. Tout d'abord, écoutons le poème original italien. Ivo piangendo I miei passati tempi, I quai posi in amar cosa mortare, senza levarmi a volo avendo il alle, per dar forse di me non bassi esempi. Tu che vedi I miei mali I degni empi, re del cielo invincibile immortale, soccorri all'alma disviata et frale, el suo defecto di tua grazia adempi. Sicché s'io vissi in guerra et in tempesta, mora in pace et in porto,
Et se la stanza fu vana, almen sia la partita onesta. A quel poco di viver che m'avanza, e al morir, degni esser tua man presta, tu sai ben qu'en altrui non ho speranza. Ce poème italien sera traduit bien des fois puisque présent dans les canzoniere, mais celle qui nous serait intéressante d'analyser plus tard serait bien celle de Philippe le Duc, que voici. Ah, tous mes jours perdus, maintenant je les pleure, ces jours où des faux bien follement je m'ai pris, tandis que j'aurais pu, moins digne de mépris, de mes ailes m'ouvrir une route meilleure. Ô toi qui vois mes mots, s'il en est encore l'heure, secours-moi, Dieu clément. Longtemps je me mépris, prends pitié de l'erreur de mes faibles esprits. Roi du ciel, qu'un rayon de ta grâce m'effleure. Ah, donne-moi la paix après tant de combats, s'il fut coupable et vain mon séjour ici-bas, du moins qu'un saint départ me rende l'assurance, pour que mon dernier jour ait un beau lendemain, jusqu'au dernier soupir, soutiens-moi de ta main. C'est en toi que j'ai mis ma suprême espérance. Commençons déjà par dire que cette première traduction ici présentée nous vient du second volume des Sonnets de Pétrarque, édité en 1879, qui fut produite, semble-t-il, par un certain Philippe le Duc, comme je le disais, qui préfaça et commenta même celui-ci afin de donner plus de détails concernant la poésie de l'auteur original. Sa particularité est qu'il est traduit en rime, capacité qui semblerait être l'apanage des anciens littéraires, car en effet, il existe une autre traduction, non en rime cette fois, mais plus contemporaine, et qui fut produite en 2011 par Catherine Réau-Crosnier et Diana Dubreuil, que nous permettons de retranscrire en suivant, ce qui nous donnera plus de matière à réflexion par la suite. Je m'en vais en pleurant sur mon passé, et je me repose sur l'amour des choses mortelles, sans m'élever à toute volée, ayant moi-même des ailes, pour peut-être ne pas donner de moi mauvais exemple. Toi qui vois mes mots indignes et sacrilèges, roi du ciel invisible et immortel, va secourir l'âme détournée de toi et frêle, et remplis son défaut de ta grâce. Si moi, j'avais vécu de guerres et de tempêtes, je serais mort en paix et à bon port. Si la partie fut vaine, au moins qu'elle soit honnête. Pour le peu qu'il me reste à vivre et à mourir, je désire être près dans ta main. Tu sais bien qu'en personne d'autre est mon espérance. Analyse du texte italien et de sa forme. Avant-dernière poésie de son recueil original des chansons, en italien canzoniere, nous verrions ici un sonnet, selon Philippe le Duc, qui parlerait de la passion que Pétrarque avait pour Laure, Laura, considérée même, selon certains, comme un obstacle à l'obtention de la paix et qui serait morte cependant bien avant l'écriture de cette pièce. Ainsi écrite telle une prière, nous lirions là une demande de repentir adressée à Dieu à cause de sa possible impiété due à sa passion sentimentale qu'il avait envers Laure. Ce poème serait donc un examen de conscience où il reconnaîtrait avoir commis quelques fautes et péchés, regrettant tout le temps perdu dans une vaine espérance amoureuse. Mêlant torture et déchirement émotionnel, voire mentaux, nous pouvons lire aussi avec clarté certaines oppositions indiquées dans le contenu de cette prose en rime, notamment avec avollo d'un côté et non bassi de l'autre, ou encore mortare d'une part et immortale d'une autre, du moins dans le texte original en italien. Nous remarquerons alors, en continuant dans le détail, cette versification somme toute en rime dont le schéma d'utilisation est celle qui était assez courante pour le sonnet italien, soit ABBA, ABBA, CDC, DCD. Roberta De Maria, dans sa présentation en 2023 pour le site Geniali, nommé Francesco Petrarca Ivo piangendo i miei passati tempi analisi, expliquera quant à elle que nous pourrions apprécier ici la fugacité de la vie, le repentir, la spiritualité du poète, l'espérance prise dans la foi en Dieu, la vie et la mort. Notons dans le texte italien quelques allitérations, notamment avec les P et les L dans la première strophe, elle nous en indique aussi une avec la lettre N à la dernière. Concernant le pied des vers, on pourra de même évoquer, comme le fit De Maria, le indécasyllabe, c'est-à-dire le fait d'écrire en vers de 11 syllabes. Elle nous explique aussi que du 9e au 10e vers, Pétrarque comparerait alors la vie à une guerre, en la décrivant justement agitée et troublée par les passions, alors que lui espère mourir en paix avec lui-même et dans la grâce de Dieu.
puisque nous parlons d'un homme qui entra dans les ordres religieux tout de même. Du reste, bien que nous pensons que ce poème ferait référence à l'or, celle-ci ne serait d'ailleurs mentionnée que dans le premier quart avec l'expression italienne cosa mortale, soit la chose mortelle. Nous pourrions alors rajouter cet élan lyrique qui pousse notre poète ici à finir son poème avec un mot ayant une valeur puissante, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que l'espérance, speranza. Analyse des traductions et des choix lexicaux. Débutons par l'analyse strophe par strophe de la traduction de Philippe le Duc, dont nous rappellerons simplement sa date de publication faite en 1879. Tout d'abord, nous noterons la présence pour titre non pas le premier vers, comme il était coutume de faire lorsque l'auteur n'en donnait point, mais d'une phrase, voire d'une paraphrase expliquant et résumant ce que le poème semble vouloir nous transmettre, et que voici. Il déplore son égarement et demande à Dieu de mourir en paix. Poème numéroté 313 pour ce second volume de Monsieur le Duc, nous remarquerons son début marqué par l'interjection « a », comme si le traducteur pensait le poète soit surpris, soit au bord de l'évanouissement et de la torpeur, alors que le texte original ne porte pas en lui-même, en cette première strophe, une telle formulation. Continuant à fouiller les entrailles de ce premier passage, nous remarquerons aussi une allitération avec la consonne F au deuxième vers et avec le M au quatrième vers. Concernant le message qui semble être transmis par ces mots bien choisis, on y retrouve cette sensation de remords et de regret qui prendrait là le poète dans son examen de pensée. À la seconde strophe, après avoir relevé une allitération de la consonne R au huitième vers du poème, nous pouvons entendre là cette fameuse prière adressée à Dieu qui demande la grâce après qu'il se soit longtemps mépris. Ainsi, dans les deux tercets finaux, fait-il la louange et l'éloge de Dieu en lui demandant cette paix qu'il recherche plus encore à présent que sa Laure et ses amis sont morts, comme nous avons pu le dire précédemment à cause des diverses épidémies dont il survécut, mais non ses proches. Néanmoins, le schéma de rime dans cette transcription française n'est pas la même que celle du sonnet italien, puisque le schéma varie un petit peu, ou du moins peut-on s'en rendre compte avec le décalage temporel et territorial, et qui est ici ABBA, ABBA, CCD, EED. Voyons désormais la traduction en vers libre que nous donnent à lire Catherine Réau-Crosnier et Diana Dubreuil. Déjà, nous pouvons discerner sans trop de difficulté qu'il semblerait ici que la traduction soit plus littérale que poétique, donnant premièrement la priorité au sens plutôt qu'à la forme, et deuxièmement essayant, semble-t-il, de trouver le plus possible des mots transparents entre l'ancien italien et le français contemporain. Nous pourrions donc presque y voir une pseudo-étude comparative entre les deux langues, dût-elle avoir été commanditée ou avoir été faite inconsciemment. Dans la première strophe, nous retrouvons en tout cas plus facilement encore cette référence à l'or qui est décrite comme une des choses mortelles sur lesquelles l'auteur se reposait, tandis que dans la seconde, nous retrouvons cet appel à la rédemption presque désespéré fait au roi du ciel, c'est-à-dire Dieu. Dans la troisième, nous apercevrons aussi comme une mise en opposition entre guerre et paix, tempête et bon port, comme il est analysé déjà par les Italiens eux-mêmes et que nous avons pu lire plus tôt. Mais le plus intrigant, le plus fascinant et le plus intéressant nous est présenté à la quatrième et dernière strophe du poème, ce tercet où, quelles que soient les traductions, présentées ici du moins, le poème finit par ce mot puissant qui reste comme un écho crié et efficace exprimé vers Dieu, l'espérance. Mais de quelle espérance parle-t-il donc ? Évidemment, de cette grâce dont il aimerait être honoré de Dieu lui-même avant sa mort, mais aussi l'espérance de pouvoir réussir à passer à autre chose, à penser autre chose, et ne plus ressentir cet amour charnel qu'il avait envers sa feu Laure, afin de pouvoir tourner toutes ses pensées et toute sa dévotion à Dieu pour mourir, comme il l'écrivit dans ce poème, en paix avec lui-même et dans la grâce de Dieu. Héritage sur les anciens et les modernes dès l'époque de Pétrarque. Bien que c'est à l'époque de Louis XIV, milieu du XVIIe et début XVIIIe siècle, qu'a débuté réellement cette fameuse querelle artistique et littéraire entre ceux qui préféraient voir dans l'antique la perfection des œuvres, les anciens, et ceux qui préféraient voir dans les artistes de leur temps et ceux à venir le renouveau et le vrai art,
les modernes, il semblerait déjà, selon Milovan Stanik et François Trémolière, pour leur article sur les anciens et modernes, que Pétrarque disait des modernes doctes de son époque, avant même le XVIIe siècle donc, qu'ils étaient encore trop imprégnés du latin et de la scolastique et pas assez des belles lettres de l'Antiquité. Ainsi pourrait-on se poser la question sur l'héritage de l'auteur, sur sa réflexion déjà fleurie sur ce sujet qui dépassera les débats par la suite sous la monarchie de Louis XIV. Renan aurait d'ailleurs lui-même nommé notre littérateur du XIVe siècle comme ayant été le premier homme moderne qui se serait placé dans un entre-deux du temps et, selon ses propres mots, aux confins de deux peuples regardant à la fois en avant et en arrière, toujours selon nos deux auteurs de l'article Ancien et moderne publié sur l'Encyclopædia Universalis. Ainsi, à chaque époque se trouveraient donc des artistes et des lettrés qui chercheraient à savoir où se trouve la vérité et le beau, s'ils se trouvent dans le passé, dans le présent ou même dans le nouveau. Nous verrions donc que ce mouvement querelleur ne serait pas si récent que cela et qu'il pourrait remonter au moins depuis Pétrarque, alors même qu'il ne se doutait guère de ce qu'il laisserait plus encore aux générations futures. L'héritage du pétrarchisme. Lorsque nous finissions la lecture de l'article sur Pétrarque lui-même, nous découvrîmes que Françoise Jouveski avait laissé une brève partie sur ce qui deviendra aussi durant le règne du roi Soleil le pétrarchisme. Le plaçant comme phénomène européen, autant en Italie qu'en France, en passant même par l'Angleterre, ce courant serait celui où même Pétrarque en son temps invitait les poètes en valorisant l'acte de l'écriture. Pour les pétrarchistes, le mouvement était alors une façon de vivre l'amour en passant du coup de foudre jusqu'au serment de fidélité. Mais attention, une façon de vivre une passion impossible pour un être idéal, prenant pour élément invariant la vertu et la courtoisie que l'on retrouve évidemment dans l'œuvre de Pétrarque notamment par rapport à la passion qu'il eut pour l'or. Ces poètes nouveaux qui se basent alors sur les pièces d'amour courtois pétrarchisantes, selon François Jouveski, se dépossèdent de leur moi, se dissocient par le jeu des contraires entre l'espoir et la douleur, afin de redonner ces lettres de noblesse à ce genre poétique venant du Moyen-Âge. En faisant un système d'écriture, dit-elle, et en passant par des images parfois violentes et de mort, on pourrait y voir aussi un réseau de synecdoques, accompagnés d'hyperboles et de périphrases. Déjà, nous sentons donc bien, au travers de l'œuvre en général, autant que par celle que nous avons analysée, la puissance du verbe chez Pétrarque et de son style propre à l'amour courtois qu'il emprunte à son époque et qui en fit quelque chose de plus grand, de plus déchirant. On comprendra alors pourquoi des poètes tels que Pierre de Ronsard, qui vécut de 1524 à 1585, deviendra un temps pétrarchiste et en sera une grande figure littéraire, notamment dans son recueil Les Amours, publié en 1552. Héritage dans l'Encyclopédie française qui relate Pétrarque. Comme nous avons pu aussi le citer brièvement en début d'étude, Pétrarque a eu son heure de gloire aussi dans l'Encyclopédie. En effet, Kevin Pellado relate que pas moins de 14 articles différents, dont 9 écrits par Jaucourt, citent notre poète de l'amour courtois pour tout un tas de raisons et que nous pouvons ici énumérer. Bibliothèque, écrit par un auteur non identifié, Épistolaire, écrit par Mellet, Érudition, écrit par d'Alembert, Liège, écrit par Jaucourt, Médaille, écrit par Jaucourt, Pistoie, écrit par Jaucourt, Poésie orientale moderne, écrit par Jaucourt, Poésie provençale, écrit par Jaucourt, Poète, écrit par un auteur non identifié, Poète couronné, écrit par Jaucourt, Tolentino, écrit par Jaucourt, Trophée, écrit par Jaucourt, Trombadour ou Troubadour, écrit par un auteur non identifié, et le dernier, Fontaine de Vaucluse, écrit, je vous le donne en mille, par Jaucourt. Toujours semble-t-il décrit par quelques critiques élogieuses, le poète italien apparaît selon M. Pellado comme la figure majeure de la poésie à la Renaissance, celui qui par un art de la plume et par une connaissance singulière réussit à faire la charnière entre les temps obscurs du Moyen-Âge et le XVIe siècle des sciences, des arts et des lettres. Lorsque l'auteur susnommé se penche d'ailleurs sur certains articles de l'encyclopédie, on croit comprendre dès lors de l'éclairage fait à son sujet et cette valorisation croissante qui le met dans le haut du panier. Par exemple, Kevin Pellado cite l'article Érudition dans lequel d'Alembert écrit que
La Renaissance en Europe a deux origines, l'invention de l'imprimerie et l'influence de trois poètes qui sont Dante, Boccace et Pétrarque. Rien que cela. Jaucourt, quant à lui, dans Poète couronné, citerait Pétrarque même, comme quoi il aurait accepté ce titre parce qu'il fuyait les persécutions de son temps, permettant alors à l'auteur de l'article de réactiver, selon M. Pellado, le mythe du poète exilé, qui sera d'ailleurs développé, semble-t-il, à la fin du XVIIIe siècle, avec les figures de Voltaire et de Rousseau. En somme, pour Jaucourt, Pétrarque aurait été ainsi le poète qui réussit à arracher le Moyen-Âge à l'obscurité. C'est pour dire à quel point à cette époque le pétrarchisme battait son plein et mettait le littérateur poétique sur un piédestal. Mais nous pourrons finir surtout en citant l'article Poésie provençale écrit encore par Jaucourt, consacrant Pétrarque et sa poésie comme étant une source pour tous les autres poètes, notamment du sud de la France, et qui dira donc à son sujet « Il est certain que Pétrarque serait moins riche si les poètes provençaux revendiquaient tout ce qu'il a emprunté d'eux. » Conclusion. Voilà donc que s'achève cette étude concernant Pétrarque et qu'il faut conclure dans le but de mettre enfin en lumière la manière qu'a eu ce poète ancien de prendre du recul sur sa vie lui-même et d'y mettre un point final. Retraçant sa carrière et son existence, Pétrarque dut sûrement se rendre compte à quel point sa vie fut mouvementée et rythmée par tous les déménagements qu'il dut subir dès son enfance, tout comme des nombreux voyages économico-religieux qu'il dut entreprendre durant sa carrière. Puisque c'est après la mort de ses parents qu'il a su et pu se révéler, on peut supposer que ce serait par un premier sentiment de culpabilité qu'il entrera dans les ordres mineurs. Mais cette culpabilité ne fut-elle pas non plus celle d'avoir ressenti un amour passionnel pour cette Laure qu'il rencontrait un peu plus tôt ? Avec tous ces voyages, peut-être omit-il aussi longtemps que les pestes emportèrent sur leur chemin moult de ses proches, notamment sa Laure adorée, ou encore son fils pour la seconde période de peste. C'est peut-être pour tout cela, pour toutes les rencontres faites et les choses qu'il aura vécues, qu'il plongea durant l'automne de sa vie dans les méandres de ses souvenirs afin de décortiquer les raisons qui l'avaient amené jusque-là. Et là, nous vous prions bien de croire qu'il s'agirait de cette période de sa vie où il remania ses premiers textes afin d'y remuer certainement une mémoire qui devait lui donner une réponse sur le sens de son existence. Dans cette prise de recul, que voulait-il donc trouver ? La paix d'avoir vécu pour Dieu et de n'avoir pas tant pensé alors, ou au contraire le marasme de n'avoir pas réussi à échapper aux affres de l'amour. Mais l'amour est humain, disons-nous encore et souvent, et finalement, dans cet éloignement, ce père, pourrait-on dire, de la poésie humaniste, ne cherchait pas une telle réponse, puisqu'il l'avait déjà en ayant tout au long de sa vie su faire la part des choses et regarder autant dans le passé que vers l'avenir, entre l'Antiquité et la chrétienté, le lyrisme et l'érudition, la turbulence et le repos, comme nous l'écrivions plus tôt. Tout ce que nous venons d'énumérer ne suffirait point, ceci dit, pour affirmer une telle hypothèse quant à sa prise de distance face à sa vie et son œuvre. C'est pourquoi nous tenions à offrir une analyse d'une de ses dernières pièce d'un vaste et complexe puzzle humain, afin d'éclairer plus solennellement cette façon qu'eut brillamment ce poète du XIVe siècle de faire son examen de conscience au travers de son art. Ce poème analysé décrirait donc ce retour en arrière qu'il fait entre sa passion amoureuse pour Laure, qui rappellerait presque l'amour qu'eut Dante Alighieri pour sa Béatrice, et son amour pour Dieu dû à son rang monacal. Néanmoins, on pourrait aussi y voir un recul sur sa vision de la vie qu'il prenait pour une guerre, alors qu'il désirait juste mourir en paix avec lui-même et dans la grâce de Dieu. Et donc, ce qu'il pensa être un long mépris par rapport à ces choses mortelles dont il se pensa d'ailleurs s'être trop épris. Il n'est donc pas surprenant qu'avec un tel poète érudit qu'eût apporté le monde, les générations futures se soient inspirées de l'œuvre de Francesco Petrarca en prolongeant celle-ci jusque dans les débats sulfureux de la querelle des anciens et des modernes par le biais même du mouvement littéraire du pétrarchisme ou encore être bien complimenté post-mortem dans l'encyclopédie. Qui sait donc combien d'autres artistes furent inspirés et le seront encore pour les années à venir, et combien l'écho de l'amour courtois du Moyen-Âge résonnera dans le cœur des littérateurs et poètes futurs. Oui, Renan eut alors bien raison de dire que Pétrarque était le premier homme moderne qui se serait placé dans un entre-deux du temps, et selon ses propres mots, aux confins de deux peuples, regardant à la fois en avant et en arrière.
Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.